Moi, il y a beaucoup de mouvements que je peux pas faire. Bon, déjà quand je suis très, très jeune, le bras, je peux très, très peu l'utiliser et ensuite, j'ai pas de rotation externe et par exemple, je peux pas tourner la paume de main vers le ciel. Donc j'ai eu beaucoup de séances de kiné pour, récupérer un peu, mais bon, pas trop, trop de changements. C'est vraiment quand je vais commencer le sport où là, bah, je vais forcer sur le bras, je vais prendre de la force. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Simone Thirault est une ancienne handballeuse professionnelle. Elle a joué au plus haut niveau en France et à l'étranger. Dans cet échange, elle nous raconte ses débuts à 10 ans, sa progression et comment elle en est arrivée 15 ans plus tard à brutalement mettre un terme à sa carrière. Son parcours, c'est celui d'une sportive de haut niveau classique, semée d'embûches, marquée par les sacrifices et un engagement total. Classique, oui, mais pas tout à fait, parce que Simone a un petit quelque chose en plus, une complexité supplémentaire à gérer, dont elle ne parlera ouvertement que 2 ans après la fin de sa carrière. Elle est handicapée suite à une mauvaise manipulation médicale à la naissance. Alors comment devient-on sportif de haut niveau en handball quand on ne peut pas se servir de son bras droit ? Qu'est-ce qu'une carrière sportive aussi riche permet comme apprentissage ? Et quelles sont les réalités du sport de haut niveau que les gens ne connaissent pas ? Autant de sujets sur lesquels Simone nous partage son point de vue. Excellente écoute à vous. Et juste avant ça, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui contribuent sur Tipeee au financement du podcast à partir de 1€ par mois. Vos contributions font une énorme différence. Merci à vous. Et pour celles et ceux qui voudraient les rejoindre, le lien est en description. Autrement, rendez-vous sur tipeee, tipeee.com/les-frappés. Allez, je vous laisse avec Simone. Avant qu'on se lance, j'avais une petite question. Est-ce que c'est toi qui as fait ta propre cover de ton livre ? Oui, C'est j'ai, trop stylé. j'ai fait, la couverture, la mise en page. Après le petit dessin, c'est pas moi, c'est une amie Ok, et j'ai repris en fait son image et je l'ai intégré à ma couverture. génial. Mais on est d'accord que c'est toi de profil, du coup. Oui, c'est Ouais. ça. Franchement, elle est géniale ta cover. Et donc, tu es auto-édité. Ouais, c'est ça. Et enfin, c'est relativement simple en fait. C'est quoi les prérequis? Tu dois envoyer le livre sous un certain format? C'est compliqué Heu, que ça? Bah, en fait, moi, à la base, je comptais pas m'auto-éditer. D'ailleurs, au début, il y a eu le processus, de recherche de maisons d'édition, tout ça. Enfin, j'étais en contact avec plusieurs maisons d'édition et après, bah, j'étais bien avancée avec une maison d'édition et c'est vrai que, bah, arrivé un moment, je me suis dit: «Bon, je vais me lancer seule». Donc ça s'est fait en 3 mois, j'ai dû tout faire, bah, tout ce qui était couverture, mise en page, tout ça. Et du coup, moi, j'ai décidé, bah, la facilité, d'aller sur Amazon. Donc je me suis mise, sur la plateforme KDP et de là, bah, j'ai lu, en fait et j'ai Ouais, suivi tout le process et non, c'est assez simple, hein. Enfin, après moi, ça va, enfin, je m'en sors bien, hein, tout ce qui est technologie et après tout ouais, ce qui est mise en page, tout ça. Donc voilà. trop bien. J'ai fait tout le process qui demandait au final et c'est assez simple au final. Donc c'était en gros 2 ans d'écriture, c'est ça? J'ai lu quelques articles là avant qu'on commence. Non, c'était plus 6 mois en gros pour, l'écriture et en fait là, ça faisait 2 ans que j'avais fini d'écrire et là, bah, en 2 ans, j'ai eu le temps d'un peu peaufiner. Je recherchais une maison d'édition, OK, et aussi, bah, j'étais pas sûre de publier donc j'étais en pleine réflexion. OK, Donc voilà, 2 ans, pour savoir si je publiais ou pas et voilà. génial.
Génial. Eh ben, écoute, Simone, en tout cas, je suis super content de t'accueillir sur le podcast. Ça va être un échange absolument génial. Merci beaucoup de t'être rendu dispo. Ouais. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par le commencement. Donc on va parler de plein de choses, mais quand même, je pense principalement de sport de haut niveau, de handicap, de la OK. réalité. On évoquait ton livre là juste avant, de la réalité de la vie des sportifs et sportifs de haut niveau, qui est peut-être Mmh. bien loin de ce que la plupart des gens imaginent. C'est ça. Donc voilà, on va parler de tout ça. Peut-être commençons par le commencement, ton rapport au sport, enfin l'entrée du sport dans ta vie, en tout cas, de manière un peu sérieuse, on va dire, ça remonte à quand? Ah, bah, moi, je vais m'inscrire en club, à l'âge de 10 ans, donc dans un club de handball à Massy. C'est là où je vais vraiment, découvrir, le sport, en club, enfin, ce que j'avais jamais connu avant et par la suite, je vais m'inscrire aussi en rugby. Enfin, ça, c'est quand je vais rentrer au collège. Donc OK, je vais être en section sportive, rugby, à Massy aussi. Donc je vais faire les 2, handball et rugby. OK. Et tout ça, c'était poussé par quoi? Par un contexte familial où il fallait faire du sport? Ou c'est toi qui étais très active et qui voulais te dépenser? Ou tu as suivi des copines? Ça s'est passé comment? Non, pas du tout. En fait, ma grand-mère, en effet, enfin, dans ma famille, elle voulait que tous les enfants fassent du sport, sur une année. Donc, moi, j'ai choisi le handball sans vraiment connaître. J'en avais jamais vu à la télé, j'en avais jamais fait, à l'école et j'avais juste un oncle qui faisait du handball, donc, c'est la seule chose que je connaissais du hand. Donc, on m'a inscrit et j'ai tout de suite accroché, donc, je suis restée, ouais. Bah, après, non, enfin, je suis arrivée dans un club, c'est un club Massy, c'est un club de garçons, donc il y avait que des petits garçons, donc non, c'était pas avec un groupe de copines. Ouais. Je suis vraiment allée comme ça et j'ai bien aimé. Je trouve ça toujours fascinant d'en apprendre plus sur les tout débuts, tu vois, de parcours comme le tien, parce que tu as été, bah, sportive, de haut niveau, on en parlera un peu plus tard de ton palmarès, de tout ce que tu as fait, mais que finalement, enfin, c'est toujours marrant de comprendre comment tout ça a commencé. Parfois, c'est une rencontre, une conversation, Mmh. une photo dans un magasin, tu vois? Et toi, bon, bah, voilà, une Bah grand-mère qui vous pousse à faire du sport et ça débouche sur une carrière incroyable. Bah, c'est ça, parce que même par rapport au rugby, je comptais pas faire du rugby et c'est vrai qu'en fait, l'entraîneur faisait des sensibilisations dans les écoles et il était passé dans mon école et son discours, m'a vraiment plu et je me suis dit: «Ah non, mais l'année prochaine, je vais m'inscrire au rugby», alors que je faisais déjà du handball et juste par rapport à son discours, ça m'a fascinée et j'ai trop voulu faire du rugby. Waouh! Donc donc voilà. Comme quoi, ne jamais sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur les gens, même si on s'en rend pas compte, même si c'est inconscient, mais Ouais, c'est ouais, incroyable. OK, donc le début du hand, à 10 ans, Massy, c'est dans l'Essonne, c'est ça? Si c'est je me trompe ça, pas? dans le Ouais, 91, l'Essonne, banlieue sud. banlieue sud, OK. Si on fait un espèce de d'accéléré, à 18 ans, donc tu deviens professionnel. Ouais. Ça correspond à quoi le passage dans le monde pro? Qu'est-ce qui change, en fait, dans ta pratique notamment? Bah, avant d'arriver à 18 ans dans le monde pro, le plus grand cap, c'est à 14 ans quand je rentre en sport-études. Parce Ouais. que là, je rentre en sport-études, je reste 4 ans en sport-études, c'est là où je vais rencontrer le haut niveau. Je vais rencontrer le haut niveau, donc c'est des entraînements tous les jours, il faut associer, tout ce qui est scolaire à cela. Donc c'est vraiment un changement de vie. C'est là, je rencontre vraiment, le haut niveau. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un changement. Ça a plus rien à voir avec, ma petite vie à Massy, là, on rentre dans le vif du sujet parce que par la suite, il va y avoir des sélections pour l'équipe de France jeune, je vais intégrer un club professionnel alors que j'ai 16 ans, même si je suis pas encore, professionnelle. Donc je vais faire, mes premiers matchs, à ICI Paris Handball, à 16 ans dans un club, enfin dans une équipe professionnelle. Donc là, ça change et c'est vrai que, bah, après à 18 ans, sortie du sport-études, là, il faut trouver un centre de formation ou un contrat, pour continuer. 14 ans, donc l'entrée en sport-études. Est-ce que tu dirais que c'est là que, peut-être l'aspect du sport de haut niveau, que les gens connaissent moins est rentré dans ta vie? C'est-à-dire, bah, le fait d'être loin de sa famille, le fait
scolairement, d'avoir un parcours qui est adapté, donc différent. Enfin, globalement, t'étais plus dans un cadre typique d'adolescent, d'adolescente de 14 ans. Non, plus du tout parce que, la semaine, on est en internat, on est en sport-études, donc c'est plus du tout, comme quand j'étais au collège avec mes copines le mercredi après-midi. Là, c'est entraînement tous les jours et quand on rentre le week-end, c'est des déplacements pour les matchs. Donc on n'a plus du tout la même vie, que les autres adolescents. Et ça, tu le savais avant d'entrer en sport-études? Enfin, t'en avais conscience, je veux dire? Non, pas du tout. Moi, franchement, quand déjà on vient nous approcher, ma mère et moi, pour rentrer en sport-études, je savais même pas ce que c'était, je comprenais rien. Heu, on allait aux détections, enfin sur les journées, de détection, tout ça, mais on comprenait pas trop, ce qui se passait, quoi. On y allait, on découvrait, on me parlait, du pôle, je comprenais même pas ce que c'était le pôle. Donc non, c'est vraiment, ça a été une découverte, de A à Z, hein, tout ce parcours. Et comment tu l'as géré, ce choc? Alors je sais pas si toi tu utiliserais ce terme, mais enfin tu vois, moi j'avais fait le choix de pas rentrer en sport-études, pour des raisons, scolaires. Mais la Ouais. chance que j'avais, c'est que j'avais des gens autour de moi qui avaient fait du sport au haut niveau et donc qui comprenaient un peu comment ça fonctionnait. Et donc j'avais pu faire un choix en amont, tu vois? Décider de pas y aller. Mais je pense que si j'avais pas eu ces gens-là, en fait, j'aurais fait comme toi, on m'aurait dit le pôle France, j'aurais dit: «Ouais, OK, d'accord, faut aller dans tel Mmh. lycée, tel collège», j'y serais allé, tu vois? Mais, donc moi, j'ai pas eu ce choc parce que c'était difficile, mais je restais dans un cadre familial, tu vois? Tous les soirs, je rentrais chez moi, machin. Mais toi, enfin, à quel moment Ouais. est-ce que tu as compris, tous les changements qui allaient arriver dans ta vie et comment tu les as digérés, on va dire? Bah, à ce moment-là, moi, j'ai, mon oncle qui fait du handball, il m'a dit: «Ah bah, trop cool, ça va être une école comme Undo Stress». Enfin, Undo Stress, c'était, la série, à l'époque, que les adolescents regardaient, voilà, des danseurs dans une école, à l'internat et qui faisaient, leurs études, la danse, tout ça. Donc en fait, c'était le seul exemple que j'avais et donc moi, je me suis dit: «Ah ouais, trop cool et tout, ça sera comme Undo Stress». Donc voilà, j'y vais, je suis trop contente et après, quand j'y arrive, enfin tout de suite, j'accroche moi avec le sport études, hein. Je suis là, OK. j'arrive, dans un groupe de filles, on est 15, 15 filles. Après quand j'étais dans le Creps de Châtenay-Malabry, il y a 200 athlètes, donc il y a plusieurs, sports, confondus. Donc moi, ouais, quand j'arrive, j'adore cette ambiance, quoi. OK, donc OK. Bah, c'est vrai que tu vois, là, c'est intéressant aussi parce que ma question était du coup biaisée, je m'en rends compte. Toi, c'est quelque chose que tu as finalement très bien vécu, l'éloignement avec la famille, le fait d'être, Oui, ouais, après, nous, les pôles, il y en a plusieurs en France, hein, dans ouais, chaque région, il y a un pôle. Donc, moi, j'habite en Île-de-France, donc j'étais en région Île-de-France. Donc, j'étais pas loin de chez ma famille, même si je les voyais pas plus que ça, mais j'étais pas loin. Et ça dépend, par exemple, il y a des pôles France, dans d'autres sports et c'est vrai qu'il y a des gens qui venaient du sud et là, dès l'âge de 12 ans, 14 ans, il y a vraiment une longue distance avec leur famille et ils rentraient que pendant les vacances. Alors que moi, tous les week-ends, je rentrais chez moi. ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est sûr que ouais, tu étais au moins dans la même région. Je crois que d'ailleurs, je suis quasi sûr que le sport-études, pour le judo à Marseille, je suis quasi sûr que c'est les handballeurs qui sont avec les judokas. Quasi sûr. Ah oui? Faudra vérifier. Je sais pas. Sûrement. OK. Alors on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais en tant que handballeuse, enfin en tant que femme, tu avais une petite, particularité, une différence. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, du coup, c'est vrai que moi, j'ai fait toute, ma carrière dans le secret de mon handicap. Donc je suis en situation de handicap que j'ai jamais dit, tout au long de ma carrière parce que je voulais pas que ma progression soit remise en cause, hein. Et du coup, j'ai eu un arrachement du plexus brachial, à la naissance, donc c'était un accident. Le médecin, il a trop tiré sur le bras, donc mon bras a cassé. En fait, c'est les nerfs du plexus brachial, il y en a 5. Moi, il y en a 2 qui ont été touchés, celui qui gère l'épaule et le coude. Donc je garde une paralysie partielle sur le bras droit.
Ensuite, pendant ma carrière, même dès que je rentre en sport-études, les gens, ils voyaient ma différence, ils voyaient que j'avais mal au bras, mais ils pouvaient pas se dire que c'est un handicap et moi aussi de mon côté, je ne disais pas le mot handicap. Donc Et voilà. dans ta famille non plus? Dans ma famille, ils le savaient vu que, bon, ils m'ont vu naître, donc Ouais. ils savaient le problème que j'avais. Ils savaient que mon bras était cassé. Ils m'ont vu aller au kiné, depuis la naissance, hein, beaucoup de séances de kiné. J'ai eu 2 opérations à l'âge de 7 et 8 ans, pour Mais eux récupérer. qualifiaient pas ça de handicap? Parce que je veux dire quand ils te parlaient, quand ils tu vois, tes plus petits souvenirs d'enfant, est-ce qu'ils te Alors, disaient que tu étais handicapé? non, en fait, dans ma famille, ça parlait pas plus que ça en français, en fait. Ma famille est d'origine malienne, donc ça parlait beaucoup en bambara et en la traduction, on va dire, pour dire, ça, enfin, ils disaient: «mal au bras». Donc il y a pas de traduction, D'accord. pour dire handicapé. Donc voilà, donc non, eux, ils parlaient mal au bras, mais voilà. Mais après, c'est moi, comme j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère et ma mère, donc oui, elle savait très bien, mon problème, tout ça et d'ailleurs quand le handball, ça commence à devenir sérieux, ma grand-mère, elle voulait toujours que j'arrête par rapport à mon bras, ouais. OK. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça implique cet, arrachement, enfin ce que tu as eu à la naissance? Moi, il y a beaucoup de mouvements que je peux pas faire. Bon, déjà, quand je suis très, très jeune, le bras, je peux très, très peu l'utiliser. Donc, j'ai eu beaucoup de séances de kiné pour, récupérer un peu, mais bon, pas trop, trop de changements. C'est vraiment quand je vais commencer le sport où là, je vais forcer sur le bras, je vais prendre de la force, le bouger tous les jours. Là, je vais pas mal récupérer sur le bras droit. Et ensuite, les mouvements où je suis, enfin, où il y a la paralysie, c'est j'ai pas de rotation externe et par exemple, je peux pas tourner la paume de main vers le ciel. Ah Après, je peux ouais, pas OK. ramener, la main, dans le dos, enfin, plein de petites choses comme ça. Mais aujourd'hui, quand même, c'est à force d'avoir joué au hand, faire du sport en tout cas, comme tout le monde, ça m'a bien bougé le bras et ça n'a plus rien à voir avec, quand j'étais, beaucoup plus jeune. J'ai lu dans un article, une interview que tu as faite que, en fait, c'est ce qu'a, Jamel Debbouze, c'est ça? Alors oui, Jamel de on a la même pathologie. Lui aussi, il a un arrachement du plexus brachial. Après, c'est pas le même accident et lui, c'est, une paralysie totale, si je crois bien. OK, Je crois bien que c'est total, ouais. OK. Du coup, tu es devenue gauchère, dans la vie de tous les jours, pas que au hand, par obligation, en fait? Ouais, c'est ça, c'est ça. Gauchère, sachant que, moi, dans ma famille, enfin, tout le monde est droitier et enfin, c'est très, très mal vu d'être gaucher, C'est vrai? enfin, par rapport à mes origines, par rapport à ma religion, tout ça, donc il y a pas de gaucher et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à gérer tout ça. On me demandait tout le temps pourquoi j'étais gauchère, même quand je vais au Mali, mais encore, maintenant, on me demande toujours pourquoi je suis gauchère, Ah ouais? il faut que je me force, à manger de la main droite et personne n'arrive à comprendre, mon bras, il est là, en fait, c'est visible et ce qui ne se voit pas se comprend pas. Donc moi, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre mon handicap. Le handicap invisible. C'est Ça, ça, le on va en handicap parler. invisible. Ouais, ouais. OK, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu dirais, à quel âge est-ce que tu as vraiment compris que tu avais, cette différence? Et à quel âge est-ce que tu as décidé de le cacher? En tout cas dans le cadre du hand? Alors, j'ai toujours pris conscience de ma différence parce que quand j'étais jeune, j'arrivais pas à bouger le bras. Je voulais vraiment, en fait, je voulais qu'on m'enlève ce bras. J'avais tout le temps mal, j'ai tout le temps à l'hôpital. J'avais l'impression d'être tout le temps à l'hôpital, après, c'est pas, dans le sport que j'ai décidé de le cacher. En fait, c'est pas que j'ai décidé d'en cacher, même dans ma vie de tous les jours, je disais pas, «Oui, je suis D'accord. handicapée». C'est juste, moi, je j'en parlais pas, je vivais ma vie normalement, même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas besoin de dire aux gens: «Je suis handicapée», je vis ma vie normalement et si on me pose la question, je vais répondre en disant: «Oui, j'ai eu un arrachement du plexus brachial, donc je suis en situation de handicap». Mais c'est vrai que en fait, moi, dans la vie de tous les jours, que ce soit sport ou pas, j'en parlais pas plus que ça. C'est plus les gens qui me posaient la question. D'accord. OK. Ouais.
Mais si tu en avais parlé plus tôt, tu penses que ça aurait eu un impact sportivement là, sur ta carrière? Ah oui, non, mais moi je suis convaincue que ça allait remettre en cause ma progression. C'est pour ça, enfin, dans mon livre, il y a 2 témoignages de personnes en situation de handicap, hein, que j'ai connues dans le monde du handball, très, très jeune, à 14 ans. À mes yeux, ils étaient très, très forts et eux, leur handicap se voyait beaucoup plus que moi et c'est vrai que je les ai plus jamais revus dans le monde du haut niveau. J'avais même plus de contact avec eux donc je les ai recherchés, ouais, je les ai recherchés ces personnes-là pour avoir leur témoignage, dans mon livre et savoir si, bah, leur différence a remis, leur progression en cause. Donc, et ces personnes-là, elles répondent et je comprends que oui, clairement. Donc, moi, je me dis heureusement que je l'ai pas dit. Et même si je l'avais dit et que ça n'avait pas remis ma progression en cause, parce que quand je vais arriver en Allemagne sur la fin de ma carrière, je le dis assez facilement, hein. Je parle assez facilement de mon accident. Mais en même temps, on me le demande aussi. C'était la première fois dans un Mmh. club professionnel, on me le demandait. Et non, et aussi dans le monde du sport, on a très très vite des étiquettes. Donc dans le monde du handball, tout le monde se connaît. J'allais être Simone Chiro, celle qui est handicapée. Donc non, moi je voulais pas de ça. Je faisais ma petite vie, même sans ça, même sans que moi je le dise. En fait, ça parlait déjà sur moi, ça parlait déjà derrière mon dos et ça parlait déjà de mon bras sans que je dise ça. Donc, Ah donc oui, voilà, donc j'allais pas leur donner matière pour parler plus. ouais, OK. Mm. Parce que je veux dire au sein d'une équipe sur un terrain, au-delà du fait que, bah, du coup, tu jouais, en tant que gauchère, Oui. hem, enfin, je veux dire, il y avait il y avait vraiment une différence dans la manière dont tu jouais? Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais ça se voyait, ma façon de courir, tout ça et après OK. quand on avait des séances de musculation, moi je pouvais pas faire tout comme tout le monde. Il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Donc oui, les joueuses, les entraîneurs, ils voyaient mon problème et c'est vrai que ça m'arrivait d'être dans des équipes où j'avais beaucoup de réflexions, beaucoup de moqueries, par rapport à ça. Parce Ah que ouais. voilà, les gens, dans leur tête, ils ne pouvaient pas savoir que c'était un handicap. Donc voilà, aujourd'hui, si je refais mon parcours et je dis que c'est un handicap, les gens, ils n'allaient pas se moquer de moi. Mais Mmh. là, le fait que je dise pas clairement que c'est un handicap, ben, les gens se permettaient bah, de me faire des réflexions, se moquer, faire des blagues. Ouais. Voilà. Ce qui est, alors j'ai pas encore eu la chance de lire ton livre, qui est d'ailleurs je sais pas si on l'a précisé, mais donc qui est intitulé «L'image du sportif français», du Non, sportif français, du sportif parfait, pardon. c'est ça. L'image du sportif parfait. C'est ça, qui est sorti tout début d'année, le 4 janvier, c'est ça? 2024? Ouais, c'est ça. Donc qui est auto-édité, ce qui veut dire que c'est uniquement sur Amazon, hein, qu'on peut l'acheter, c'est ça? Oui, C'est le c'est ça. principe de l'auto-édition. Donc, c'est-à-dire qu'il est, si j'ai bien compris le principe, tu me corriges, mais il est imprimé à chaque fois que quelqu'un le commande. Il est imprimé à la Ouais, demande. Voilà. à la demande, c'est ça. Donc, allez regarder l'image du sportif parfait. Le lien est en description. Par contre, j'ai lu pas mal d'articles, d'interviews que tu as pu réaliser. Ce qui m'a surpris à chaque fois, c'est ce que tu expliquais. Donc, on rentrera un peu dans le détail, mais en gros, tu as eu plusieurs sélections nationales avec plusieurs pays différents. Mmh. Et tu as notamment joué en Allemagne. Et tu disais, tu l'as évoqué juste un peu plus tôt, là, que c'est la première fois que, en gros, une équipe d'encadrement sportif t'asseyait et te posait clairement la question, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des gestes voilà, qui sont un peu différents, etc. Qu'est-ce que tu as? Mmh. Et en Ouais. fait, ça paraît fou parce que autant, tu vois, tes coéquipières, tu peux te dire, bon, à l'adolescence, tu vois, ou même jeune adulte, tout le monde n'est pas, voilà, ça excuse absolument rien. Évidemment, mais tu vois, tu peux te dire, bon, tout le monde n'a pas la maturité, il peut y avoir encore un peu des comportements stupides, des blagues, machin, mais que le staff Ouais. composé d'adultes, tu vois, enfin, j'imagine que tu voyais un max de kinés, de préparateurs physiques, que personne se soit dit, Ouais. bah, Simone, on va aller lui poser deux trois questions parce que enfin, si tu dis que ça se voit quand tu courais, enfin, je sais pas, ça me paraît aberrant, quoi. Comment tu l'expliques aujourd'hui, ça? Bah, surtout que, bah, en musculation, quand tu peux pas faire tel ou tel Bah exercice, ouais, je comprends pas comment tu peux pas demander à ta joueuse, enfin: «Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as eu? C'est quoi ton accident?» bah, Mais en surtout fait, si c'est permanent et que c'est pas un truc, tu vois, on peut tous, enfin, moi j'ai fait du niveau mmh, moins longtemps que toi, mais
Tu vois, tu as toujours des phases où tu es un peu blessé, machin, mais Oui, voilà. tu le dis, quoi. Tu dis: «Bah non, mais là, je me Non, suis fait ça à mais l'épaule, donc pendant 2 semaines, je peux rien faire», tu vois? Mais là, c'était alors, permanent, en fait. par rapport à mes kinés, eux, ils ont toujours su parce que quand j'allais moi, j'étais tout le temps chez le kiné, hein. J'étais tout le temps chez le kiné donc c'est vrai que je me liais beaucoup d'amitié avec mes kinés, eux, ils connaissaient ma vie, quoi. Enfin, chez le kiné, on a le temps de parler, on est posé, donc voilà. Mais c'est vrai que mes entraîneurs, non, ils se sont jamais assis avec moi pour savoir ce que j'avais donc peut-être, oui, ils assimilaient ça avec, une personne, comme les gens, qui se sont fait les croisés, qui reviennent de croisés. Peut-être, dans leur tête, c'était ça. Enfin, je m'étais fait quelque chose à l'épaule, je me suis fait opérer de l'épaule et voilà, ça s'arrête là. Donc comme tous les sportifs, on joue toujours, blessés, on a toujours mal quelque part, Mmh. peut-être eux, ils pensaient que c'était ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse et c'est vrai que d'une région à une autre, c'est différent. Quand j'étais en région centre, on me parlait tout le temps de mon bras, j'avais tout le temps des moqueries, tout le temps des réflexions et quand je suis arrivée dans le sud, plus rien, carrément je me suis dit: «Ah, peut-être, en grandissant, ma différence se voit de moins en moins». Donc on me posait plus du tout de questions, sur mon bras, plus rien, enfin, pas de réflexion, rien du tout. Jusqu'au jour où on me demande, une fille que je connaissais même pas, une adversaire qui me dit: «Oui, mais apparemment tu joues avec un bras mort». Donc quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte: «Ah bah si, en fait, ça a continué à avoir des questionnements sur moi, mais derrière mon dos». Enfin, on me posait pas la question clairement. Mmh. Donc je sais pas si les entraîneurs, c'était pareil, s'ils avaient je sais pas, ils avaient peur de me demander, mais bon, quand on est dans un sport de haut niveau comme ça, je pense qu'il faut demander les antécédents, de ces Bah, joueuses, ouais. hein, handicapées ou pas. Et après, pour ma part, moi, franchement, je ressentais pas plus que ça le besoin d'en parler. Mais c'est vrai qu'on est à ce rythme-là, je pense, c'est important de savoir ce qu'a ta joueuse. Ouais. Mmh. Ouais. Ça paraît, enfin bon. Pour bien travailler aussi, pour bien Bah, travailler parce non, que non, mais c'est ça, ouais, si ton objectif, c'est d'amener, ton équipe au meilleur niveau, bah, faut prendre en compte, en fait, les particularités de chacun et donc faut s'intéresser à ouais. l'historique des uns enfin, je sais pas, ça Oui, paraît voilà, mais ça, c'est encore autre chose, ouais, ouais, ouais. je pense le handball, c'est pas encore, assez structuré. Il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est compliqué encore. Ouais. Bah, tu sais, alors je sais pas si c'est rassurant ou pas, j'allais dire si ça peut te rassurer. Je sais pas si c'est vraiment rassurant ou pas, mais en fait, je crois que c'est un peu dans tous les sports, hein et je j'ai eu pas mal d'invités, sportifs ou sportifs de haut niveau dans plein de disciplines différentes, tu vois? De la voile en passant par, l'escrime, lancer de javelot, le judo et autres, et en fait, c'est quand même un peu le même constat partout, quoi, j'ai l'impression. Donc je sais Oui, pas c'est si c'est que le sport français doit encore se oui, bien structurer et sûr. j'en sais rien, je sais pas, mais Non, mais si, je pense. Je ouais. pense, non, mais par exemple, là, je vais te dire, ils m'ont jamais posé la question, par rapport à mon handicap, par rapport à mon bras. Mais clairement, parfois, par exemple, moi, j'ai toujours continué mes études en même temps que le handball et j'avais cours le matin, entre midi et 2, j'avais entraînement et après j'avais encore cours. Mes entraîneurs, ils se posaient pas la question: «Est-ce qu'elle a mangé?» Enfin, ou est-ce Ouais. que leurs joueurs, ils ont mangé? Pourtant, ça fait des années quand même qu'on parle de l'alimentation, c'est pas nouveau, même en dehors du sport, on sait que c'est très important. Mais ils vont pas se dire: «Tiens, il faut leur laisser 45 minutes pour manger entre les 2». Enfin ça, là, je parle en pro, hein, pas en sport-études. Moi, justement, je trouve en sport-études, quand on est en sport-études, tout est bien mis en place, tout est carré, voilà, les cours, ils sont aménagés et après, dès que tu rentres dans le monde pro et ça n'a plus rien à voir. Ça, je t'avoue que c'est hyper intéressant parce que c'est une facette que je connais pas du tout, les univers, sportifs pro, en tout cas, dans le hand. Donc, curieux que tu nous en dises plus. Mais avant ça, attends, qu'est-ce que j'allais te poser comme question? Je sais plus. Ah oui, oui, bah, par rapport à ce que tu évoques, j'ose même pas te poser la question par rapport à la place de la préparation mentale ou, tu vois, de l'accompagnement sur, pas juste le physique. Du coup, avec Mmh. ce que tu me dis. Non, bah, J'imagine qu'il y en avait pas trop, non? il y en avait pas. Ouais, ouais. Il y en avait pas du tout, maintenant c'est enfin, je vais dire c'est nouveau, hein, ça commence à arriver, tout ce qui est coach, les coachs mentaux, tout ça, mais ouais, moi quand j'étais, en pro, il y en avait pas du tout. Ouais. Ah non, 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 il y avait pas justement en sport-études, on avait une psychologue pour 200 athlètes
Waouh! Et encore, on faisait, allez 2 bilans dans l'année, histoire de faire, des bilans, mais ça s'arrêtait là. Mais après ça, rien du tout et c'est pour ça, enfin, dans mon livre, il y a plusieurs témoignages de sportifs de haut niveau. Il y en a une qui parle de dépression et qui dit que, bah, du coup, elle qui joue à très haut niveau, hein, elle fait du handball, en équipe de France, championne du monde, championne olympique et elle est suivie, du coup, par, un psychologue et enfin, elle le paye de sa poche. Enfin, en gros, Ouais, il y a parce que, voilà, il y a pas grand-chose qui sont mis en place ouais, dans ces clubs. ouais. Bah, je crois que c'est, Teddy Riner qui est suivi par une psy. Alors, tu parlais un peu plus tôt des gens, tu vois, qui doivent, quitter leur famille pour entrer en sport-études. Lui, ça avait été le cas. Je crois qu'il a intégré l'INSEP à 13 ou 14 ans, enfin, Ah c'est bah, enfin, ouais. super jeune et au même âge, il a pris une psy qui le suit toujours, si je dis pas de bêtises. Mais pareil, tu vois, c'est quelqu'un qui l'a pris, enfin, en dehors de tout cadre de la fédé, quoi. Donc, mais j'ai l'impression que ça se structure. Après, ce que tu dis, quand tu dis à mon époque, etc., enfin, tu as quand même arrêté en 2018, c'était pas non plus il y a, tu vois, il y a 25 ans. Mmh. Euh, mais oui, moi, des témoignages que j'entends, alors encore une fois, tu vois, dans des disciplines un peu variées, j'ai l'impression on en parle de plus en plus, il y a des choses qui se mettent en place. Je crois que il y a un ancien nageur, alors je sais, qui m'en a parlé récemment? Je sais pas si c'est pas Florent Manodou qui a ouvertement parlé de sa dépression post-sport, enfin post-haut niveau. Ah Donc, oui, c'est bien. Et non. puis voilà, des initiatives comme la tienne, tu vois, de publier un livre, de Oui, oui, non, témoigner. bah, c'est surtout que les gens, ils nous posent énormément de questions. Moi, j'ai eu énormément de questions. Ou sinon, il y a des gens aussi, ils idéalisent les sportifs de haut niveau. Et moi, parfois, bah, j'en ai marre qu'on pense que tous les sportifs, on est riches. Ah ouais, il y a des gens qui te disaient ça vraiment. Ah oui, non, mais pour beaucoup de monde, c'est que je suis sportif de haut niveau, je passe à la télé, je suis sur Wikipédia, donc je suis riche. Et ça, c'est fatigant encore aujourd'hui, hein. Et quand tout à l'heure, je parlais de l'alimentation, c'est parce que moi, on m'a dit, ah, mais encore par rapport à l'alimentation, ça va, vous mangez tous ensemble après l'entraînement, vous avez des cantines. Et de là, je me suis dit, bah non, bah oulala, il faut que j'en parle de ça aussi, parce Ouais, qu'il y a des gens qui pensent qu'on a des cantines et qu'on mange tous ensemble après l'entraînement quand on est professionnel, alors que moi, entre l'entraînement et mon cours d'après, j'avais genre 10 minutes. waouh. Donc, donc non, on n'a pas de cantine. Et en fait, voilà, les gens, ils idéalisent vraiment trop les sportifs, ou soit ils nous comparent avec des tennisman, des golfeurs ou des footballeurs. Ouais. Mais en tout cas, au handball, c'est pas ça. C'est quoi, tu dirais, le top 3, tu vois, des croyances qu'on te ressort systématiquement sur la vie de sportif de haut niveau en hand? Alors, les sportifs, vous êtes des privilégiés. Les sportifs, vous êtes riches. Et le fait qu'on ait une belle vie aussi, alors qu'on a des problèmes comme tout le monde. Ok, c'est incroyable ça. Franchement, c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, waouh, il y a du chemin à faire pour faire comprendre la réalité du sport, en fait, de haut niveau. Que, ouais, comme tu dis, Ah oui, oui, c'est vraiment ça, hein. sportif de haut niveau, c'est pas avoir le train de vie de Mbappé, quoi. Mais Oui, voilà, les gens, ils font l'amalgame. J'essaye d'expliquer qu'au handball, c'est comme les comédiens. T'en as quelques-uns, ouais. voilà, qui sont en haut, qui touchent bien, on va pas se mentir. Mais après, t'as tous les autres derrière qui galèrent. Donc, Mais quand tu là, dis qu'il touche bien, tu vois, c'est pareil, pour qu'on ait un peu une idée, parce que je suppose, j'en ai aucune idée, hein, je sais pas du tout les chiffres que tu vas me sortir, si tu en as en tête, mais j'imagine que bien gagner sa vie dans le handball, c'est quand même encore à des années-lumière de bien gagner sa vie dans le tennis. dans le handball féminin, déjà, c'est très différent que dans le handball masculin, déjà. Une handballeuse, elle va être aux alentours du SMIC. Ouais. Et là, on Voilà. parle de quel niveau En D1. en D1, ok. Oui, en D1. Aux Ouais. alentours du SMIC, ouais. Après, bah là, c'est apparemment les salaires, ça augmente un peu plus. Je pourrais pas dire les plus hauts parce que moi, j'étais pas dans les plus hauts. Mais voilà, en fait, quand ils font une moyenne, bon, la moyenne, ça revient à 2 000 € de moyenne pour une handballeuse française. Donc, en fait, il y a des salaires qui sont très hauts. Quand je dis très haut, c'est peut-être 6 000 €, voilà. Et après, bah, il y en a qui sont à 1 000 €. Ouais. Voilà. Si on fait une sorte de résumé, tu vois, d'historique de
tes différentes évolutions, parce que je l'évoquais un peu plus tôt, il y a eu plein de choses, tu as eu des sélections Mmh. dans plusieurs pays. Ça a été quoi un peu les grands jalons de ta carrière en hand? Oui, bah, du coup, quand je suis jeune, je fais l'équipe de France. Je suis sélectionnée en équipe de France jeune. La classe. Donc voilà, après, bah, je vais poursuivre dans des clubs pro jusqu'à l'âge de 22 ans où je suis approchée par l'équipe nationale du Congo pour aller au championnat du monde. Donc, 3 semaines avant le championnat du monde, ils m'appellent pour venir renforcer leur équipe. Donc, championnat du monde, c'est vraiment quelque chose que je pensais vraiment pas faire un jour dans ma vie. Là, on m'appelle comme ça. On me dit de venir. Et en plus, j'étais dans la poule de la France. Donc, je Excellent. réfléchis un peu. Et voilà, enfin, je me dis, allez, let's go, hein, on y va. J'y suis allée. Et j'ai Et, découvert le championnat du monde. et pourquoi le Congo? Parce que ta famille, enfin, d'origine, c'est Ouais, le Mali, c'est ça, non? ouais, bah, en fait, 4 mois avant, j'avais été approchée par le Mali, l'équipe nationale du Mali, pour aller au JO, enfin, aux Jeux africains. Ok. Donc, de là, mon entraîneur me laisse pas y aller parce qu'il y avait des compétitions. Donc, j'ai pas pu aller avec le Mali. Et c'est vrai que quand le Congo va m'appeler, la RDC, pour me naturaliser, l'équipe du Mali disparaît. Donc, depuis 2015, il n'y avait plus d'équipe du Mali. Donc, en gros, le sélectionneur du Mali me dit, bah, en gros, tu peux partir avec la RDC parce que au Mali, il y a plus d'équipe nationale. Donc voilà, ils m'ont approché pour me naturaliser. Et c'est vrai que j'étais la deuxième française après un autre français, Bertrand Rouanet, qui avait fait la même chose. Il était parti jouer avec le Qatar, qui a été en équipe de France et après qui était parti jouer avec le Qatar. C'était un peu pareil, hein, un peu pareil que moi. Et donc, juste avant un mondial, se faire naturaliser. Et du coup, ces championnats du monde, ça s'est passé comment en termes d'émotion, en termes de performance, comment tu l'as vécu? Non, franchement, bah, c'était le très, très haut niveau, hein. C'était vraiment des joueuses que je voyais que à la télé. Après, c'était cool parce que, comme je disais, j'étais dans la poule de la France et en équipe de France, bah, il y avait mes copines et on s'est retrouvés à l'hôtel ensemble. Et du coup, bah, moi, j'avais pas trop communiqué comme quoi j'allais au championnat du monde, donc je les ai vues là-bas. Et tout. Enfin voilà, enfin, on s'était connus en franc jeune, enfin, on a grandi tout ensemble et tout. Et de là, se retrouver à l'âge adulte, les unes contre les autres, bah, c'était une nouvelle sensation. Donc franchement, c'était une grande compétition que je pensais pas faire un jour dans ma vie. Ouais. Excellent. Excellent. Donc, équipe de France, jeune, sélection avec le Mali qui finalement se transforme, enfin, contacté par le Mali, puis finalement, c'est pour la RDC que tu pars Ouais. au championnat du monde. Et suite à Ouais. ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, par la suite, moi, j'ai continué 3 ans avec la RDC jusqu'à arrêter ma carrière à 25 ans. Assez soudainement, hein, si j'ai bien compris. Ouais, bah, par rapport à toutes les blessures que j'ai eues. Quand je suis en Allemagne, à cette même période, je me casse la main. Après, je reviens de la compétition. Quelques mois après, je vois que j'ai un problème à l'épaule. Cette épaule-là, où j'ai une lésion. J'ai une lésion, donc après, mon épaule, elle passe en maladie professionnelle. Donc voilà, enfin, j'ai toujours compensé sur le côté gauche. Donc aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de soucis de la cheville à l'épaule sur le côté gauche. Waouh. Oui, parce que la lésion à l'épaule, donc c'était à gauche, j'imagine. Ouais, Ouais. ouais, bah, j'ai toujours compensé à gauche. Bah, quand je faisais par exemple du gainage, des pompes, enfin des trucs comme ça, je compensais beaucoup à gauche. Je mettais tout mon poids sur le côté gauche. Ouais. Donc ça, j'ai fait ça pendant 15 ans. À un moment donné, l'épaule, elle dit stop, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, maintenant que tu as, donc, c'était 25 ans, c'était en 2018, Ouais. quand tu décides d'arrêter. Aujourd'hui, physiquement, comment tu vas du coup? Bah, au début, c'était très, très dur parce que quand on arrête, j'ai l'impression qu'on a encore plus de douleur. Du coup, moi, je fais des soins intensifs. Je cherche vraiment beaucoup de choses pour me soulager. Je fais de la mésothérapie, de l'acupuncture. Je fais pas mal de choses encore maintenant, hein. Donc, parce que j'ai beaucoup de douleurs, bah, par rapport à l'arrachement du plexus brachial qui me laisse beaucoup de douleurs sur le cou.
Donc voilà, beaucoup de soins. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. L'épaule, j'étais censée me faire opérer, mais j'ai pas voulu par rapport à mon bras droit déjà qui est paralysé. Donc si j'ai l'épaule, qui est opérée, je pourrais rien faire. Hmm. Donc là, j'essaie de retarder le maximum. Je vais me faire opérer du coude aussi parce que j'ai un pincement, sur le nerf. Donc là aussi, apparemment, je dois subir une petite opération. Qui est Mais dû bon, au hand aussi, à la pratique non, c'est pas du bon, peut-être, hein, mais en tout cas, c'est venu après. C'est à force, bah, d'utiliser que le bras, que enfin, le même coude tout le temps, sur Ouais. l'ordinateur, sur le téléphone, sur ci, sur ça. J'utilise que le même bras, donc le coude s'use. Donc voilà. Là, je continue à me soigner, je continue à me soigner. J'avais repris un peu le handball aussi. J'étais partie jouer en Guadeloupe, l'année dernière, donc en fin de saison pour les aider. Enfin, j'ai pas repris le handball pour jouer 12 mois, mais bon, là, c'était 2 mois, donc ça allait, hein. J'ai repris un peu des sensations. Mais voilà, je me reverrai plus faire du haut niveau ou jouer pendant une année complète. Ouais. Mmh. C'est super intéressant que tu aies repris. Donc, tu as repris quoi au final 2000... C'était là, hein, c'était fin 2023. 2023. Ouais. Donc, tu as repris 5 ans. 5 ans Ouais, après avoir arrêté. Ça s'est c'est passé ça. comment? Parce que moi, j'ai vécu cette expérience aussi. C'était abominable en judo, la reprise, et j'avais arrêté moins longtemps que toi. Donc, je suis curieux de Heu, savoir. Bah, entre-temps, bah, je faisais beaucoup de marches, j'ai fait un peu du crossfit, tout ça. Donc quand j'ai repris, bon après c'était pas le même niveau en Guadeloupe, hein, c'était pas le niveau de la D1, c'était plus de la troisième division, donc N1. Bah, ça va, c'était chaud au début, mais franchement ça allait. Ça allait, j'ai pas trop souffert. Après je me dis à ce moment-là, je me suis dit: enfin la le corps a une très, très belle mémoire Hmm. et je me dis: «Bah, heureusement je fume pas et je bois pas». Ouais. Peut-être c'est pour ça aussi j'ai réussi à revenir. Et techniquement, je me rends pas compte à quel point le geste, enfin le travail du geste, etc., est important au hand. T'avais perdu ou pas tant que ça? Techniquement non. Ok. Non, non, c'est vraiment cardio, tout Ouais. ça. Bah, après oui, il y a des choses, où il fallait que ça revienne un peu, hein, mais une fois qu'on a repris, ça revient assez facilement. Ok. Et ça t'a pas donné envie de te relancer dedans à fond? Bah, en fait, justement, quand j'arrivais à faire, certaines choses techniquement, je me disais: «Ouais, c'est dommage parce qu'il y a des restes. Il y a des restes», mais après voilà, quand j'ai mal au genou, j'ai mal au coude, j'ai mal, Ouais. à l'épaule, non, Ouais. ça donne pas envie, quoi. Hmm. Dans un article de 2020 sur le site lesportif.fr, je suis tombé sur, enfin, il y a une phrase en particulier qui m'a marqué. Tu disais que, tu savais depuis très longtemps que tu serais pas comme les autres et que tu ferais un arrêt brutal. Ouais. Physiquement, je ne pouvais pas tenir après l'âge de 30 ans en tant que professionnel. Heu, Ouais, bah, je me souviens en sport-études, je disais toujours à une amie, «Moi, je sais que je vais pas arriver jusqu'à 30 ans, jusqu'à 30 ans». En fait, avant, les handballeuses, voilà, elles s'arrêtaient à l'âge de 30 ans. Enfin, maintenant, c'est un peu plus tard, enfin, beaucoup plus tard. On voit des joueuses s'arrêter à 37, 40 ans. Mais c'est vrai, je disais toujours: «Ouais, je sais que je vais arrêter, avant mes 30 ans. Je sais que je vais pas arriver jusqu'à 30 ans». Et c'est vrai que je me disais souvent ça et c'est pour ça d'ailleurs quand j'arrive dans le monde professionnel, je me dis: «Il faut que je sorte de là avec un bagage». Donc c'est pour ça que j'ai toujours continué mes études à côté et parce que moi, j'avais conscience que ça peut s'arrêter à tout moment, quoi. et c'était quoi qui avait créé cette certitude que tu allais t'arrêter brutalement avant 30 ans? Bah, je sentais ma différence quand même, enfin, je sens mon bras droit, enfin, j'ai une hypersensibilité sur le bras, j'ai beaucoup de douleurs sur le bras. Quand je bouge le bras, j'ai tout le temps mal donc je sais, enfin, j'avais conscience quand même que j'avais une différence. Mmh. Ouais. Comment est-ce que tu t'organisais du coup pour, en parallèle, tu disais là aussi c'est très intéressant, l'après, haut niveau, je sais pas comment ça se passe en hand, mais là aussi c'est un sujet où j'ai l'impression qu'on finalement les sportifs de haut niveau sont assez peu accompagnés, préparés. C'est en gros, bah, vous êtes à fond pour le sport et puis, Ouais. pour la suite, bah,
advienne que pourra. Bah, c'est ça, c'est ça. Bah, quand on sort de sport-études, bon, en sport-études, on est très bien accompagné, hein. Après, quand on sort de sport-études, bah, on est soit dans des centres de formation, soit dans des clubs. Et quand tu es en centre de formation, tu es obligé d'être inscrit à l'école. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que tu vas forcément à l'école ou les clubs te facilitent pour aller à l'école, hein. Mais tu es obligé d'être inscrit. Bah, franchement, c'est pas facile de suivre les deux parce que parfois, tu as des matchs en pleine semaine, tu as des déplacements en pleine semaine ou le week-end. Et moi, pour ma part, quand je vais arriver dans le monde professionnel, moi, au début, c'est vrai que je voulais être dans le monde du sport, hein. Je pensais pas aux études, tout ça. Et quand je vais voir comment ça se passe réellement dans le monde du sport professionnel, c'est pour ça, de là, je me dis, ah là là, il faut que en gros, il faut que je sorte de là avec un bagage, il me faut quelque chose. Moi, Hmm. j'ai pas envie de rester dans le monde du sport. Il y a trop de choses que je vois que ça me plaît pas. Et par exemple, moi, quand je vais aller dans ce premier club où je signe, ils sont très axés sur le double projet. Non, mais nous, nos joueuses, on veut qu'il y ait le handball, mais on veut qu'elles aient un projet à côté, soit de travail, soit d'études, tout ça. Donc ça, voilà, c'est le discours qui te sort au début. Moi, dans ce club-là, je passais mon bac. Du coup, quand je vois, enfin, c'est aujourd'hui, je pense à tout ça, hein. Je vois que à l'intersaison, ils me demandent même pas est-ce que tu as eu le bac, comment ça se sont passées tes épreuves, ils en ont rien à foutre. Et quand c'était pour me recruter, c'était vraiment ah non, mais nous, c'est le double projet qui compte. Hmm. Enfin, plein de petites choses comme ça. Ou bah, après, quand je suis en BTS, par exemple, et que j'ai 5 jours de stage et qu'on me menace de plus me payer parce que je suis en stage, alors que j'ai 5 jours de stage et que vous prenez le double projet et que le président m'appelle, oui, si t'es pas là, en gros, dans la seconde, genre, j'arrête de te payer. Enfin, plein de petites choses comme ça. Waouh. Et à la base, vous prenez le double projet. Ouais. Donc, alors que c'était 5 jours de stage. Et en plus, quand tu es en BTS, voilà, enfin, tu as 35 heures de cours, c'est très compliqué de faire du sport, d'être sportif de haut niveau et faire un BTS. Et après, de l'autre côté, on a les enseignants, en fait, qui nous attendent au tournant aussi, Ouais. de l'autre côté. Donc, en fait, tu as la pression dans ton club et après, quand tu arrives à l'école, tu as une autre pression. T'es prise Et entre le marteau et l'enclume, quoi. et voilà, et les gens, ils se rendent pas compte. C'est comme quand tout à l'heure j'expliquais, je sors de l'entraînement, je dois être en cours, je suis là, j'ai presque rien mangé et je dois assurer 4 heures de cours. Mais ça, l'enseignant, il s'en fiche en fait. Ouais. Donc il y a tout cet aspect-là que les gens ils voient pas. Après, c'est vrai, oui, moi par exemple, dans mon cas, j'ai été privilégiée. Par exemple, pour rentrer en BTS, je n'avais pas besoin de passer par post-bac. Donc, on va mettre mon dossier au-dessus des autres dossiers. Et ça aussi, les professeurs, ça leur plaît pas quand tu es sportif de haut niveau. Donc, déjà, dès que tu arrives, voilà, les enseignants, ils t'ont dans le collimateur. C'est style, elle s'est fait pistonner, tu vois. Oh, je te jure, chaque fois que j'ai des invités dans le sport de haut niveau, ça me rend fou d'entendre des trucs comme ça. Mais bon, c'est comme si c'était pas déjà assez difficile de t'entraîner, de progresser, de devenir, enfin, tu vois, de faire sortir le meilleur de ton potentiel. En plus, faut que tu deals avec les entraîneurs, voilà, genre ceux que tu décris. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et Mhm. les profs, Bah, eux, ils bref. comprennent pas, hein. Enfin, ils s'en fichent. Pour eux, Ouais, c'est mais bon. bon, tu Enfin, vois, peut-être c'est enfin, pas un métier ou quoi. Enfin, il y a des profs, en tout cas, ils s'en fichent que tu es sportif de haut niveau. Moi, mes profs, enfin, pour eux, c'était style, non, mais le BTS, ça va pas avec le sport de haut niveau. ouais, non, C'est mais tu 35 vois, heures de cours. Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais. c'est C'était ça, ça, c'est c'était ça dans leur tête. mais ça, c'est grave, tu vois. Ça, pour moi, c'est un truc culturel. Moi, je me faisais engueuler quand j'arrivais avec les convocations de l'équipe de France pour les stages à l'étranger, tu vois, par les profs, parce que ça les saoulait, Bah oui. parce qu'il fallait qu'ils décalent les contrôles. Au début, ils le faisaient, et au bout d'un moment, ils le faisaient plus, tu vois. Donc, Mm. bah, en fait, je ratais des trucs, quoi. Bref, et bon, enfin bon, voilà, je vais arrêter. À chaque fois, je râle sur ce sujet, mais Non, mais oui, non, mais les gens, ils se rendent pas compte que faire des études aussi avec le sport de haut niveau, c'est pas facile. Parce que même moi, quand j'étais à la fac et que après, bah, j'ai passé une licence en audiovisuel, bah, il fallait faire des groupes. Et voilà, enfin, quand tu dois travailler avec des groupes, bah, il y a des gens, ils te veulent pas dans leur groupe parce que tu ouais, n'es jamais là. ouais, Donc, ouais, il y a tout ça que les gens, ils s'en rendent pas compte. ouais.
et ça peut blesser aussi. Bah, tu sais quoi? J'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps chez Apple et quand j'étais chez Apple sur la fin là, ils avaient participé à me payer une formation en coaching. Pas en coaching sportif, un coaching, accompagnement, prépa mentale, machin et du coup, j'accompagne des étudiants dans mon ancienne école de commerce, que j'avais fait, et ils ont pour des travaux de groupe et sur un des travaux de groupe, je sais plus qui m'avait prévenu, je crois, un des étudiants, ils étaient 5 et je crois qu'il y a un des étudiants qui me dit: «Oui, bon, enfin, on est 5, mais en fait, on sera 4 parce que, bah, en fait, on a une sportive de haut niveau» et en fait, enfin, tu vois, c'était effectivement, bah, elle était pas là souvent parce qu'elle était en équipe de France, enfin, elle est en équipe de France d'escrime. Mais c'était chouette parce que, bah, ça a débouché sur un épisode et puis, du coup, on a pu échanger notamment sur ça, tu vois? Comment tu fais pour être sportif de haut niveau et bah, elle, dans son cas, c'était une école supérieure de commerce, tu vois? Comment Ouais. comment tu gères ça, quoi? Le regard des uns, des autres, quand, bah, il y a rien qui est aménagé, les gens comprennent pas parce que, Ah bah oui, ouais, ils connaissent et pas, quoi. c'est ça. Il y a rien qu'à aménager. En fait, quand on est en sport-études, c'est aménagé et après, ensuite, quand on est dans des clubs pro, ils disent aménager, aménager, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste, tu as le droit de rater les cours et Ouais, voilà, tu voilà, apprends c'est ça. comme tu peux. Puis on va pas t'engueuler si tu rates les Tu cours et excusé, après, quoi. Ouais, voilà, c'est ça et quand tu as des examens, bah, ouais, on te les fait rattraper un peu après, mais après ouais, c'est vraiment pas aménagé donc voilà, enfin moi, en étant au plus haut niveau, j'ai réussi à arriver jusqu'à la licence et après, bah, quand je suis revenue bravo. d'Allemagne, bah, de là, j'ai passé un master en marketing et communication mais voilà, enfin même moi-même, je me demande comment j'ai fait, Ouais, enfin voilà quoi. ouais. J'y allais et puis voilà. Ah bah, franchement, bravo, impressionnant. Hem, Si on revient sur la fin de ta carrière avant de passer à la suite, à ce que tu fais aujourd'hui, donc la décision, tu dis, était assez brutale. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux nous raconter le moment où dans ta tête ça a cliqué, où tu t'es dit: «Là, stop»? Bah, en fait, ça, c'était quand j'étais en Allemagne. Du coup, je me dis, bon, j'avais un contrat de 2 ans, je n'ai pas fait la deuxième année. Et du coup, je rentre, mais je me dis pas, c'est fini, fini, ou bon, je me dis rien. En fait, il y a mon agent, il se pétait la tête avec moi parce qu'il me proposait des trucs en Suisse, en Allemagne, en Roumanie. Il me proposait plein de trucs et moi, je disais juste non, 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 mais je savais pas si c'était fini, si je voulais reprendre. Je savais pas en fait, mais je sais que, enfin, je suis rentrée en France et j'avais même pas préparé mon après-carrière, quoi. Voilà, je suis juste partie. J'ai pas pensé à tout ça. OK. Mm. Mais c'était un soulagement quand même au moment où tu t'es arrêté, est-ce qu'il y avait de la tristesse? Est-ce que c'était plutôt un soulagement de te Oh dire: non, mais «Enfin, c'est fini»? non, il y avait pas de tristesse. C'est là où j'ai commencé à connaître la vraie vie, j'ai l'impression. Bah, c'est vrai que plus jeune, souvent avec des copains, on se disait: «Non, mais on va faire quoi les samedis quand on n'aura pas match, les week-ends et tout? Ça va être bizarre sans handball quand on sera plus vieille et tout». Mais en fait, non, tu rencontres la vraie vie, tu passes des soirées avec tes amis, tu vois ta famille, tu peux aller en vacances quand tu veux. Il n'y a personne qui va t'appeler pour dire que l'entraînement est déplacé à telle ou telle heure. T'as plus de contraintes de finir un match, arriver à 2 heures du matin. Ça y est, tu vois que c'est fini tout ça et c'est en Ouais. fait la vraie vie, c'est bien aussi. Oh là là, Ouais, ouais. Ça avait ouais, des ouais. souvenirs sur la bouffe. Je sais, t'avais un régime alimentaire strict, toi, ou pas? Non, pas du Non? tout. OK. Bah, comme je t'ai dit, on nous demandait même pas si on avait mangé de la journée, Ouais, 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 OK. non. OK. Moi, je crois que le truc qui m'avait le plus, genre le méga soulagement, c'était la fin des régimes, quoi. Pourtant, j'en faisais Ah ouais, pas les sports, énormément, de mais combat, ouais, vous, ah ouais, c'est autre c'était chose. dernière année, régime non-stop pendant 10 mois, c'était un peu l'enfer. Mais bon, OK. Donc quand même le soulagement, tu découvres la vraie vie, comme tu dis. Mmh. Maintenant, avec du recul, qu'est-ce que tu dirais que cette carrière dans le sport de haut niveau, t'a apporté? Que ce soit, tu vois, d'un point de vue des opportunités, alors tu en as évoqué plusieurs sportives, participer à un championnat du monde notamment, mais aussi en tant que, tu vois, la manière dont tu t'es construite en tant que femme, et de qui tu es aujourd'hui?
Ouais, ça apporte beaucoup. Bah, déjà, enfin, dans mon livre, je parle beaucoup, de l'amitié parce que c'est ce qui nous fait tenir et nous, on comprend ce que l'on vit donc c'est vrai que mes meilleurs amis, sont sportifs de haut niveau aussi. Le fait aussi de pas mal bouger, beaucoup voyager, j'ai connu des cultures différentes, je suis allée jouer en Allemagne, j'ai été dans le sud, j'étais en Guadeloupe, j'étais au Congo. J'ai découvert, pas mal de monde, hein, et aujourd'hui, bah, ouais, le sport, enfin, ça ouvre des portes du sens où on rencontre beaucoup de monde, on se fait beaucoup de contacts, donc il y a tous ces aspects-là, qui restent positifs, ouais. Hmm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors aujourd'hui, du coup, moi, quand j'étais revenue d'Allemagne, j'avais passé un titre, d'infographiste et master en page, donc je suis infographiste et bah, j'ai après par la suite, bah, cherché du travail en tant qu'infographiste et de là, le covid est arrivé. Donc je trouvais pas trop de travail dans le graphisme et du coup, bah, je me suis lancée dans un master en marketing et communication. Et là, finalement, bah, après ce master-là, bah, je me suis lancée en tant que graphiste. Enfin, je fais tout ce qui est, de la communication visuelle Ok, à mon compte et là, plus le livre, que je viens de sortir donc cette année, c'est à fond sur le livre. trop bien. Ouais. Trop bien. Du coup, comment ça se passe quand tu es auto-édité comme ça? Est-ce que tu contactes des librairies, des endroits où tu peux rencontrer le public potentiellement? Ouais, bah, ouais, là, c'est vrai que je fais le rôle, de maison d'édition, Eh ouais. d'attaché de presse, donc mais ça va, ça c'est avec les réseaux sociaux, ça marche super bien. Donc ouais, je contacte, des médias. Il y a des médias qui me contactent directement. Après, bah, je fais, des séances de dédicaces dans mes anciens clubs, sur des événements sportifs comme ça. Donc voilà, j'ai pas mal de contacts, donc ça se fait, par le bouche à oreille. Ok, génial. Et la suite, est-ce que tu as des projets, du coup là il y a eu les quelques mois en Guadeloupe, mais le hand, il y a des choses de prévues? Est-ce que c'est complètement Ah! sorti de ta vie ou ça reste une porte entrouverte? Non, franchement, bah, pour l'instant, en tout cas, c'est sorti de ma vie. Là, j'étais retournée en Guadeloupe, en novembre parce qu'on avait en fait, l'année dernière, on a gagné la coupe de la Guadeloupe et donc il y avait la super coupe à jouer aux Antilles. Donc j'étais retournée, mais là, pour l'instant, le handball, en fait, je cherche un nouveau sport à pratiquer, Ok. un sport, qui me fera pas mal au corps, tout simplement. Je sais pas, je suis en pleine réflexion. Je cherche toujours. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs à chaque fois qui m'appellent, hein, des clubs pour venir, les aider, tout ça, mais franchement, en tout cas, si c'est, 3 semaines ou des trucs comme ça, pourquoi pas? Enfin, on verra plus tard, je sais pas. Mmh. Ça va dépendre, des pays aussi, aller découvrir un nouveau pays peut-être, mais reprendre, réellement le handball, pour toute une saison, tout ça, non, pas du tout. OK. Non, non, pas prévu. OK. Non, non. Excellent. Eh ben, écoute, merci Simone, c'était absolument passionnant d'en apprendre plus sur ton parcours, que tu nous décrives un petit peu, plus en détail l'univers du haut niveau, en tout cas dans le hand. Et puis Ouais. surtout, hyper inspirant de voir comment tu as géré, ta différence et finalement parce qu'en fait, en somme, tu as un handicap qui t'a malgré ton handicap, tu as performé au plus haut niveau, Ouais. avec des valides à côté de toi, partout, enfin je veux dire absolument normalement, quoi. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est grâce à ma différence que je suis arrivée jusque-là, hein. Bah, déjà être gauchère, c'est un plus au handball et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, mon message, ça serait vraiment pour, le handicap invisible. C'est vrai que maintenant, il y a le handball adapté qui existe, donc pour les personnes, bah, il y a le hand-fauteuil ou le handball sourd, mais il y a toujours rien pour le handicap invisible, sachant que c'est 80 des situations de handicap qui sont invisibles. Je pense que tout le monde peut être concerné par le handicap invisible, tout le monde peut être, malade ou avoir un accident, du jour au lendemain et il y a plein de maladies qui rentrent, dans les critères du handicap, hein, la Mmh. sclérose en plaques, enfin plein de maladies, hein. Donc voilà, donc moi j'aimerais qu'il y ait, des équipes pour le handicap invisible. Comme ça, par exemple, si moi, je reviens à mes 10 ans et que, il y a ce style d'équipe, bah, peut-être intégrer cette équipe-là
et au lieu d'arrêter à 25 ans, arrêter à 30-35 ans parce que ma pathologie, ma différence, sera pris en compte. Bah, écoute, et tu penses qu'il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, en tout cas côté hand ou? Bah, pour le handicap invisible, rien pour l'instant parce que là, ça fait 3 mois que je sensibilise dessus donc j'espère un jour OK. être reçue, par la Fédération française de handball pour pouvoir en parler et que les gens prennent conscience, sachant que je suis pas la seule handballeuse à avoir arrêté, sa carrière par rapport à sa différence ou à une maladie ou à un handicap donc voilà. Eh ben, écoute, je touche du bois. C'est tout ce que je te souhaite, que ton livre, ton témoignage, permette de déclencher ces changements positifs dans le hand et même de manière générale, en fait, j'ai envie de te Ouais. dire, hein, enfin, c'est toujours, super inspirant d'avoir des témoignages comme le tien, au-delà de la Mmh. discipline, tu vois, juste du hand. Donc, merci beaucoup une fois de plus, Simone. S'il y a des gens qui, veulent te suivre, potentiellement te contacter, c'est quoi le mieux? Alors, sur Instagram, donc c'est Sai-Thiro, donc SY-THIERO ou Instagram, c'est Simone Thiro. Non, non, LinkedIn, Simone Thiro, voilà. Yes, OK. OK, OK. Parfait. Et ben, écoute, il y aura les liens en description. Merci beaucoup, Simone. Bonne, continuation. Bon, j'allais dire démarchage, non pas démarchage, tu plus besoin de le faire. Bonne promotion de ton livre et Ouais. puis, bah, je te dis, à une prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange avec Simone jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez appris un peu sur la réalité du sport de haut niveau en France. Et surtout que son témoignage vous aura inspiré. Réussir à atteindre le haut niveau en ayant un handicap, c'est quand même pas commun. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire de plusieurs manières. La première, c'est tout simplement de vous abonner et de laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute, celle que vous utilisez là tout de suite. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs. Ce sont les auditrices et auditeurs qui ont décidé de soutenir financièrement le podcast, de se mobiliser à partir de 1 € par mois. Le lien est en description. Et enfin, vous pouvez tout simplement parler à fond du podcast autour de vous pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Je vous dis merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial avec le tout premier invité du podcast qui revient au micro des frappés. À bientôt.